maintenance Concorde avec Hubert excusez-moi. Non, c'est pas grave. Donc, responsable de la maintenance Concorde, c'est quand même... il a pas des heures de vol, mais des heures de maintenance derrière lui. Voilà. Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus voir ce bel oiseau. Vous l'avez peut-être déjà vu avant. Bon, alors moi, on m'a demandé de venir parler de la maintenance parce qu'effectivement, on parle beaucoup de l'exploitation des avions. On parle de tas de choses et on oublie une partie quand même extrêmement importante pour pouvoir faire voler des avions, c'est de les entretenir et de faire en sorte que les avions soient fiables et que vous puissiez voler en sécurité. Alors je commence toujours en disant Concorde et la maintenance, en fait, c'est une histoire d'amour et de passion. Voilà, je l'ai vécu en tant que tel puisque j'ai travaillé quand même 23 ans sur cet avion. J'ai commencé ma carrière de mécanicien, j'avais 18 ans. Et j'ai fait toute ma carrière et j'ai terminé, donc j'étais le responsable de l'activité maintenance Concorde et j'ai été le dernier à partir après que les avions aient rejoint leur destination finale dans les musées. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Et quand je vous dis que c'est une question de passion et d'amour, c'est parce que en tant que manager, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais moi-même passionné, mais j'avais avec moi des techniciens et des collaborateurs qui étaient passionnés. C'est-à-dire que on avait l'impression que chacun était au service à temps plein pour cet avion. Je vais vous raconter plein de petites anecdotes, hein, ne vous inquiétez pas. À tel point que mon épouse me disait tu n'as pas 3 enfants, tu en as 4. Le 4e, c'est Concorde, parce que quand il t'appelle, tu vas le voir immédiatement. Dès qu'il est malade, tu te lèves au milieu de la nuit, tu vas le voir. Mais c'était pas que moi, c'était l'ensemble de mes collaborateurs, de mes techniciens. On avait un problème de Concorde à l'autre bout du monde. Je prenais mon téléphone, je disais bon, lui, il travaille pas ce week-end, donc c'est bien, je peux l'envoyer. Lui, il est de repos. Ok, je téléphonais, jamais je n'ai eu un refus. C'est ok, on part quand, j'arrive. Quelquefois, les techniciens avaient un kit hiver, un kit été dans leur vestiaire. Prêts à partir, si c'était vers l'Amérique Nord, en hiver, ils avaient ce qu'il fallait pour partir avec un pull. Si c'était plutôt sur Rio ou une escale chaude, ils avaient ce qu'il fallait aussi pour être à l'aise. Donc vous voyez que c'est quand même une histoire d'amour et de passion avec cet avion. Alors, la maintenance, malheureusement, faut bien subir cette critique. On dit souvent que la maintenance, c'était un gouffre économique pour l'exploitation de l'avion. Un gouffre économique. Oui, c'est un avion qui coûtait un peu d'argent, mais moi je vais vous interroger. Si vous avez une Dacia, ou si vous avez une Ferrari, quand vous allez au garage, est-ce que vous payez la même facture? Ben non. Donc bien évidemment, c'est la même chose pour Concorde. Ou vous avez un vol subsonique, ou vous avez un vol supersonique, forcément, c'est pas dans les mêmes conditions de coût. Ok. Alors, quand je vous ai dit ça, je vais vous donner une petite valeur. Un Airbus A300 qui volait à la même époque que Concorde, qui volait toute la journée, rentrait dans les hangars d'Air France pour une visite journalière et envisager le vol du lendemain, c'était de l'ordre de 3 à 4 heures de main-d'œuvre. C'était vite fait. Un Concorde qui rentrait de New York, qui avait fait l'aller-retour New York, qui rentrait au hangar, c'était entre 20 et 30 heures de main-d'œuvre. Oui. Alors effectivement, déjà en coût de maintenance, en coût de main-d'œuvre, ça coûte un petit peu d'argent. Bon, c'est le lot. Derrière, la maintenance avait quand même une contrainte extraordinaire. C'est que, et vous savez qui c'était, la contrainte? C'était le client. Nos clients, nos passagers étaient exigeants. On ne prend pas un billet Concorde à plusieurs milliers d'euros
pour dire, bah, si je pars pas maintenant, je partirai dans 4 heures, dans 5 heures, dans 6 heures, demain peut-être, ou finalement on va me proposer un vol subsonique à la place de mon vol supersonique. Non, notre clientèle était une clientèle basée, en tout cas dans les premiers temps, basée exclusivement sur des businessmen qui faisaient beaucoup de finances, ou alors du showbiz, des gens qui avaient de l'argent. Donc, on imagine un businessman qui avait cet avantage considérable de pouvoir ouvrir la bourse de Paris, aller à Roissy à 11 h, monter dans le Concorde, arriver à New York à 8 h 30 et ouvrir la bourse de New York. Ces gens-là ne travaillent pas pour 1000 €. Ils travaillent pour plusieurs millions de dollars, quelquefois, dans les transactions. Et à l'époque, ils n'avaient pas de téléphone portable ou d'ordinateur pour faire les transactions en ligne. Donc, il fallait qu'ils soient sur place. Donc, bien évidemment, ces gens-là, il fallait faire en sorte qu'ils partent à l'heure et qu'ils arrivent à l'heure. Et donc, en ce qui concerne la maintenance, la pression était extraordinairement forte pour que les avions soient en bon état et assurent la mission. Petite parenthèse, la maintenance avait obligation de préparer un avion et une réserve à côté. Si le premier avion était en panne, immédiatement on sautait sur l'avion d'à côté pour proposer un vol supersonique. Donc ça veut dire que, encore une fois, quand on compare avec un avion subsonique, on ne prépare pas un avion, on en prépare 2 pour un vol. Ben oui, donc, allez, on commence à augmenter, à additionner les euros, ce qui fait la différence. Bon, cette clientèle passager, elle est aussi associée à nos pilotes. Nos pilotes sont des experts, des as du pilotage, et donc on leur confie un avion qui vole en supersonique. Le vol supersonique, c'est la vitesse, l'avion il vole à la vitesse d'une balle de fusil. Donc la réaction, elle doit être adaptée à l'environnement dans lequel l'avion évolue. Ça veut dire que, là aussi, les systèmes doivent être opérationnels. Opérationnels. Parce qu'on ne va pas demander au pilote de réfléchir, oui, mais peut-être que... Non, ça va tellement vite. Donc, tous les systèmes qui sont embarqués doivent être opérationnels. Et si on compare, là aussi, avec un avion subsonique, vous avez un équipage sur un avion subsonique, un petit voyant qui flash. Parce qu'on est encore à l'époque des voyants, hein, on n'est pas encore... Un petit voyant qui flash. Ouais, regarde, il dit, oh oui, le voyant a flashé, ok, bon, maintenant ça marche bien, ça va aller. Sur Concorde, non. Sur Concorde, non. Ça veut dire que l'équipage dit, il y a probablement un petit problème, il faut qu'on le signale à la maintenance, de manière à ce qu'ils regardent si le système est bien conforme, pour ne pas qu'on soit en situation délicate sur le vol suivant. Ça s'appelle l'anticipation. D'accord ? Ce qu'on utilise aussi aujourd'hui sur les avions modernes avec la maintenance prédictive. Puisque aujourd'hui, les avions s'autodiagnostiquent et préviennent la maintenance plus tôt, avant que la panne n'apparaisse. Bon, on était déjà sur Concorde dans ce schéma-là, mais c'était la maintenance prédictive humaine. Nous, on faisait confiance aux pilotes, ils nous écrivaient tout, et derrière, on faisait en sorte de corriger. Je discutais hier avec un pilote, je lui disais, vraiment, vous nous aimiez beaucoup parce que je n'ai pratiquement jamais vu un vol où vous nous remplissiez le document de ce qu'on appelle le compte-rendu de matériel, qui a changé de nom depuis, où ils rapportaient tous les événements qu'ils avaient vécus pendant le vol. J'ai rarement vu un document au retour à Roissy où c'était écrit bon fonctionnement général, rien à signaler. Ils avaient toujours quelque chose à nous dire. Donc par conséquent, on avait toujours du travail. Bon, ça c'est important, c'est extrêmement important, mais ça contribue également à faire que les coûts de maintenance sont un peu plus élevés, puisque tolérance, 0.
vous connaissez peut-être, pour ceux qui font un peu d'aéronautique, le constructeur, dans la conception de l'avion, imagine qu'on peut faire voler l'avion avec des systèmes qui sont inopérants, dans la mesure où ils sont doublés, ils sont triplés. Si vous en avez un qui ne fonctionne pas, bon, c'est pas très grave, le vol peut être engagé. Sur Concorde, c'était quelque chose sur lequel on était très vigilant. Si on proposait ce dispatch, enfin cette libération de l'avion avec une panne, qui était autorisée par le constructeur, c'était vraiment dans les derniers délais, dans les derniers délais, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on ne pouvait pas dépanner l'avion tout de suite, donc il fallait qu'on lui laissait faire le vol avec le risque mesuré. Bon, tout ça, c'est l'activité, la relation qu'on a avec nos pilotes, et une relation avec nos pilotes extraordinaire. Extraordinaire. Entre la maintenance et les pilotes, on était soudés, et on avait une communication. Ça veut dire que nos équipes de maintenance étaient dédiées à l'avion, donc on se connaissait. On connaissait les équipages, ils nous connaissaient, on avait beaucoup d'échanges. On savait qu'on ne pouvait pas faire voler l'avion l'un sans l'autre. Nous, tout seuls, on ne sait pas faire voler l'avion. Eux, sans nous, ils ne pouvaient pas faire voler l'avion. Donc, et d'ailleurs, même aujourd'hui, quand je rencontre des pilotes que j'ai connus il y a plus de 25 ans maintenant, eh bien, on se reconnaît. Et on se salue par notre prénom, parce ce qui n'existe pas sur les avions subsoniques, tellement la masse est importante. Donc, mais la relation avec la maintenance est toujours bonne, hein, néanmoins. Voilà. Donc, j'ai commencé à planter un petit peu le décor. Et je plante le décor, je continue à planter le décor pour expliquer les coûts, parce que c'est un petit peu ça. Les coûts, ils sont associés à des systèmes qui sont spécifiques au vol supersonique. Si on compare à un avion subsonique, l'avion subsonique, c'est quelque chose de très simple. On met du carburant, de l'huile, on pousse, ça vole. Il n'y a pas de contrainte. Oui, oh, bah oui, je résume un petit peu. Mais quand on est dans un vol supersonique, on a une contrainte. On a une contrainte extrêmement importante. C'est la vitesse. La vitesse, le Mach, l'onde de choc, le mur du son. Tout ça, c'est des mots que vous avez entendus. Mais derrière ces mots se cachent des systèmes qui vont nous permettre de faire voler l'avion dans cet environnement de vol supersonique. Alors le premier et le plus évident de tous, c'est quand vous faites voler un avion en vol supersonique, vous créez une onde de choc qui est associée au passage du Mach, et cette onde de choc, elle se déplace. Plus vous accélérez, plus elle se déplace. Mais on a un point où il ne faut surtout pas que l'onde de choc aille. C'est dans le moteur. Parce que le moteur, il n'est pas fait pour voler avec des vitesses d'écoulement d'air supersoniques. Sinon, l'onde de choc, elle va suivre l'écoulement, elle va rentrer dans le moteur, elle va détruire le moteur. Le moteur explose si l'onde de choc rentre dans le moteur. Donc ça veut dire qu'on va là déjà ajouter par rapport à un avion subsonique un système complexe, extrêmement complexe, qui va nous permettre de faire passer un écoulement d'air supersonique, à vitesse supersonique, à un écoulement d'air subsonique. Ce sont les entrées d'air qu'il y a derrière moi ici, éclairées en bleu, avec un système extrêmement complexe, bardé de sondes, de pression, de température et de calculateurs. Calculateurs de nouvelle génération, puisque on est sur des calculateurs analogiques, et sur ce système-là, on commence à passer sur le début du numérique. Oui, déjà, ils n'étaient pas bêtes, hein, nos anciens. Bon. Et ils ont fait ça avec leur, pas avec un clavier, avec leur tête. Et donc, le principe des entrées d'air est un principe simple, qui est associé à un phénomène physique d'écoulement de l'air en fonction de sa vitesse.
et en fonction de la configuration du canal dans lequel on le fait. Si vous prenez un Venturi et que vous faites rentrer de l'air subsonique, vous allez augmenter la vitesse, baisser la pression en vol subsonique. Si vous passez en vol supersonique, l'effet s'inverse. C'est que vous allez diminuer la vitesse et augmenter la pression. Bingo! Voilà le principe de base des entrées d'air de Concorde. Il faut créer un Venturi. Quand on est en vol subsonique, vous êtes dans ces configurations-là, c'est-à-dire que les volets qui sont dans l'entrée d'air sont relevés pour laisser passer l'air librement. Quand vous êtes en vol supersonique, vous êtes dans la configuration du moteur gauche là-bas, avec les volets qui sont baissés, qui vont vous créer le Venturi. Par conséquent, vous allez faire en sorte de réguler ces volets pour que l'onde de choc s'accroche sur la lèvre devant l'entrée d'air. Ce qu'on appelle la lèvre, c'est l'entrée d'air, hein, la partie effilée. Et donc cette onde de choc, elle va rester là. Elle ne va pas aller plus loin. Et c'est le boulot des calculateurs de faire en sorte de manœuvrer les volets pour que l'onde de choc, et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir des capteurs de pression et des capteurs de température qui vont envoyer ces informations aux calculateurs qui sont au nombre de 2 par entrée d'air, mais avec un doublage interne. Ça veut dire que vous avez 4 voies de possibilité de commande à l'intérieur de ces calculateurs. On ne rigole pas avec ça par rapport à ce que je vous ai dit. Il n'est pas question que ça dysfonctionne quand vous êtes à Mach 2. Faire attention. Ou alors, il faut réagir très très vite. Oui? Et les volets dont vous parlez sont servis... Ils sont associés à la vitesse d'écoulement d'air, oui. Oui, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on va, au travers des capteurs de pression et de température qui sont à l'intérieur, on va faire en sorte, on n'a pas la notion de vitesse, on n'a pas un tachymètre. On va faire en sorte de plutôt travailler sur les pressions. D'accord? Alors, bon, on ira faire un petit tour là, tout à l'heure. Donc, en fait, on est sur ce schéma-là, tout va bien. Bon, ok, j'ai créé un Venturi pour rentrer, j'ai baissé ma vitesse, mais vous connaissez le principe d'un turboréacteur. Hein. C'est qu'on fait rentrer de la vitesse, l'air à une vitesse n, et il faut qu'on sorte à n+1 si on veut avancer. C'est le principe du turboréacteur. Eh bien, ça veut dire qu'à l'arrière, on va faire l'inverse. Au lieu de faire un convergent, on va faire un divergent. Et là, on va retrouver le phénomène, et on va réaccélérer derrière, après la combustion des moteurs, etc. On va récupérer notre poussée, et on va pouvoir voler en vol supersonique. Quand on est en vol supersonique, si on veut décélérer, forcément, à un moment, on va avoir une réduction de notre vitesse. On va couper la puissance, notre avion va ralentir, mais on n'a pas l'association immédiate de la vitesse de l'avion et de la vitesse de l'air. Et là, si on ne fait rien, on va avoir un phénomène de bourrage de notre compresseur. Notre moteur va être gavé, alors que lui, il ne tourne plus. Enfin, il tourne toujours, mais il tourne moins vite. Donc, il a moins de capacité d'absorber l'air qu'on lui injecte. Et si on ne fait rien, on va avoir le phénomène, un phénomène que vous connaissez bien, dont on parle en ce moment quelquefois à la télé, phénomène de pompage. C'est-à-dire que le moteur va faire une indigestion. Il a trop d'air et il ne peut pas l'absorber. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme nous, il va le recracher vers l'avant. Et s'il le recrache vers l'avant, ça fait aussi un petit peu de dégâts. Eh bien, vous avez un système en dessous, là, vous voyez la trappe qui est ouverte en dessous? Ça s'appelle une spill door. Et la trappe va s'ouvrir de manière à décharger le compresseur. C'est-à-dire que l'excédent d'air va être évacué à l'extérieur. Voilà le fonctionnement de la régulation des écoulements d'air dans le moteur. Alors, quand je vous ai dit ça, vous imaginez que ça prend aussi un petit peu de temps.
ça prend aussi un petit peu de temps à maintenir ça, et ça coûte aussi de l'argent en composants. Mais ça coûte aussi beaucoup d'argent, ou ça coûte beaucoup de temps surtout, pas forcément de l'argent, mais beaucoup de temps pour le dépanner. Parce que je vous ai dit que c'était des calculateurs de nouvelle génération, on commençait à être au niveau du numérique, hein. On commençait, sauf que les messages de panne qui nous permettaient d'avoir quelques indications sur le dysfonctionnement étaient des messages codés. Donc on avait des codes, X3, Z4, voilà. Bon, ensuite on allait dans le maintenance manuel et on disait, ouais, le code, ok, ça nous donne ça. Mais ça ne nous donnait pas, comme aujourd'hui, la pièce à remplacer. Et je peux vous assurer que, personnellement, j'ai passé des nuits entières à colorier des schémas de conception pour essayer d'identifier, donc avec des crayons de couleur, hein, pour essayer d'identifier la pièce qui était en cause et la remplacer. Et mes collègues qui étaient plutôt, moi j'étais plutôt mécano, mais mes collègues étaient plutôt du côté électrique, faisaient la même chose avec les schémas électriques. Et on convergeait, on va dire c'est probablement cette pièce qu'il faut changer. Bon, après l'expérience fait que on avait des lignes directes parce qu'on savait que ce code c'était forcément ça. Oui. Vous avez des gens de SMECMA, de Rolls-Royce qui venaient chez Air France ou... Non. Non. Au début, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une période de lancement. L'intégration d'un nouvel avion, il y a le constructeur envoie, et même les équipementiers envoient des spécialistes pour aider dans l'appropriation des systèmes. Mais ça très vite, ils partent en disant maintenant débrouillez-vous. Hein, mais ça ne nous empêche pas qu'on peut aussi les solliciter. Dans des cas extrêmement complexes, on peut leur soumettre nos difficultés et là, ils vont nous aider. Voilà une conséquence de l'augmentation des coûts. Derrière, vous avez une autre conséquence du vol supersonique, c'est l'augmentation de la température. Cet avion vole à 2200 km/h dans un environnement qui est à peu près à moins 65 degrés. Pour autant, notre cabine est une cocotte minute. La limitation de température sur la pointe avant est de 127 degrés. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, le pilote doit réduire sa vitesse. C'est ce qui était inclus dans les documents d'exploitation de l'avion. Donc ça veut dire qu'en dessous de 127 degrés, l'avion vole. Donc si vous imaginez que la pointe monte à 127 degrés juste par l'échauffement cinétique, c'est-à-dire le frottement des molécules d'air sur la surface, ça veut dire que le fuselage est aussi soumis. Alors on va être 127, ici on sera plutôt 90. Si vous aviez eu l'occasion, quelqu'un a déjà volé avec cet avion? Personne? Non. Alors si vous aviez eu l'occasion de voler avec cet avion, vous écartez la protection thermique au niveau d'une porte, vous mettez la main, vous vous brûlez. Bon, voilà. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'on va avoir des contraintes de maintenance qui sont quand même significatives. La première, c'est qu'on a de la dilatation. Donc, on va chauffer du métal, donc par conséquent, il va se dilater. La dilatation, vous la connaissez, tout le monde en parle, hein, c'est environ 20 cm. L'avion, sur sa longueur, va se dilater de 20 cm. La caractéristique principale, vous la connaissez, c'est vous avez le péno mécanicien navigant. Quand vous êtes au sol, vous ne passez pas la main entre les cloisons. Quand vous êtes en vol, vous passez la main. Bon, ça c'est l'anecdote. Mais la réalité, elle est un petit peu plus délicate. Ça veut dire que l'ensemble de l'avion va se dilater en vol, il va reprendre sa position au sol. Ça veut dire qu'il faut intégrer dans la conception de l'avion ce phénomène. Il n'est pas question de casser à chaque fois ou de solliciter mécaniquement à chaque fois qu'on va avoir une dilatation. Donc, concernant les systèmes hydrauliques, les tuyauteries, eh bien, on va mettre en place des raccords dilatables. Alors, des raccords dilatables qui vont permettre aux tuyauteries de se
déplacées l'une par rapport à l'autre tout en maintenant l'étanchéité. Donc c'est un genre de manchon coulissant avec des joints qui vont se dilater, qui vont permettre aux tuyauteries de se déplacer l'une par rapport à l'autre et de suivre le mouvement de la cellule. Bon, dans le temps, ça fatigue aussi, puisque à force de travailler dans des conditions un petit peu de température forte, bon, ça c'est, pour nous là maintenant, c'était régulièrement d'aller changer ces raccords qui décidaient de nous lâcher quelques minutes avant le départ du vol, quand les systèmes étaient mis en œuvre. Bon, dans des endroits un peu compliqués, où quelquefois c'était les yeux mais pas les mains pas les yeux, et les outils, alors on n'en parle pas, quand il fallait en même temps passer les outils, donc c'était un peu compliqué. Bon, ça c'était... En ce qui concerne les câblages électriques, on a le même phénomène. Bon, alors on n'a pas mis, les constructeurs n'ont pas mis de fil dilatable. Câble cuivre, ouais. Ils ont mis ce qu'on appelle des boucles de mou, c'est-à-dire que le câble va faire une boucle, et quand l'avion va se dilater, on va utiliser le mou du câble de manière à pouvoir libérer les tensions et ne pas créer de tension. Derrière, on va avoir un problème structural. On en parlera juste après, le circuit carburant. Le carburant qui est stocké dans l'avion, il est stocké partout sur cet avion. Il fallait qu'on mette du carburant, 93 tonnes de carburant, répartis dans 13 réservoirs. Donc il y a du carburant un petit peu partout. Mais la dilatation va venir nous perturber aussi, puisque les réservoirs sont des réservoirs structuraux. Ce n'est pas des réservoirs, ce n'est pas des poches caoutchouc qui sont à l'intérieur de la structure. C'est la structure qui va être étanche de manière à pouvoir stocker du carburant. Ça veut dire que tous les panneaux sont mastiqués. Et quand on va dilater les panneaux, les cordons de mastic vont être soumis au cisaillement, donc à la déformation, puis au cisaillement. Bon. Le mastic, qui est un mastic de haute qualité, va résister, il va se déformer, il va reprendre sa forme, il va se déformer, mais dans le temps, il va fatiguer, un peu comme nous. Et par conséquent, la fatigue va amener des fissures, des micro-fissures, et les micro-fissures, malheureusement, le carburant, ça franchit quand même les micro-fissures assez facilement. Et ça veut dire qu'en dessous de l'avion, on se retrouve avec des fuites de carburant. C'est très compliqué à gérer sur un avion comme celui-là. Parce que pour régler le problème d'une fuite de carburant, ça veut dire qu'il faut rentrer dans les réservoirs, enlever le vieux mastic et le refaire. Et sur ce type de voilure, vous avez des épaisseurs qui sont à peu près comme ça. Quelquefois comme ça. Il faut être assez agile, il faut être quelquefois contorsionniste, pour pouvoir rentrer par une trappe qui n'est pas plus grosse que ça. Vous regarderez en dessous les trappes d'accès carburant, vous les verrez, c'est pas plus gros que ça. Donc il faut rentrer, il faut avoir la position adéquate déjà pour rentrer, et après, il faut ramper à l'intérieur du réservoir pour pouvoir accéder aux zones à démastiquer et remastiquer. Donc là encore, la sollicitation associée au vol supersonique contribue à donner du boulot à la maintenance supplémentaire. C'est le lot à payer pour faire du vol supersonique. Donc, à nouveau, des coûts de maintenance accentués. La cabine est chaude, très chaude. Si on ne fait rien, on cuit nos passagers, à petit feu, qui sont lentes, certes, mais on les cuit. Et par conséquent, sur cet avion, il va falloir développer quelque chose qu'on ne développe pas sur un avion subsonique, c'est qu'on va être en vol obligé de refroidir la cabine. C'est l'inverse du vol subsonique. Sur le vol subsonique, vous réchauffez la cabine. D'accord ? Et si vous ne savez pas refroidir la cabine, vous repassez en vol subsonique. C'est-à-dire, vous abandonnez le vol supersonique. Donc ça veut dire que le système de conditionnement d'air doit être opérationnel.
Sur cet avion, vous avez 4 groupes de conditionnement d'air. Vous en perdez un, ça commence à devenir difficile. Un qui tombe en panne, ça commence à devenir difficile. Ça commence à réguler un peu délicatement. Ça commence à faire chaud. On arrête de boire du champagne parce qu'il est chaud. Si vous perdez le deuxième, vous abandonnez le vol supersonique. Parce que vous allez cuire les passagers. Donc vous êtes obligé de descendre. D'arrêter le vol supersonique, de descendre. Et si vous descendez, vous n'avez plus assez de carburant pour aller à New York parce que vous ne passez pas en vol subsonique jusqu'à New York. Bon. Donc, en ce qui concerne la maintenance, on revient encore sur un schéma en disant, eh bien, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Si vous êtes sur un avion subsonique, eh bien, si vous perdez un groupe de conditionnement d'air sur 2, c'est pas vrai, c'est pas grave, ça continue. Vous y arrivez toujours, vous donnez une couverture de plus aux passagers, ça va le faire. Là, c'est physiologique, c'est qu'on va les cuire. Hein. Donc là, vous ne pouvez rien faire. Hein. Vous ne pouvez pas ouvrir les portes pour ventiler, c'est pas possible. Donc, extrêmement important, et un système, je veux dire, un peu complexe là aussi, hein, parce qu'il faut gérer tout ça, mais en même temps, on va monter des groupes de conditionnement d'air dans un espace, c'est un peu la difficulté pour les mécanos hein, sur Concorde, c'est qu'il n'y a pas de place. Le constructeur, il a construit son avion, il a mis tous les équipements dont il avait besoin, mais avec la place qu'il avait. Et en ce qui concerne le groupe de conditionnement d'air, ils sont situés au-dessus des moteurs. Donc c'est des groupes de conditionnement d'air qui sont à peu près comme ça. Bon, c'est une belle petite bête. Un groupe au-dessus de chaque moteur, alimenté par un prélèvement d'air moteur, d'air chaud, qui va faire tourner un compresseur et qui va détendre sur une turbine. De manière à avoir une température de sortie négative. Donc, on fabrique de la température négative, de l'air à température négative, on rajoutera un petit peu d'air chaud pour faire l'adaptation de la température idéale. Sur un avion subsonique, vous faites l'inverse. Vous allez plutôt utiliser de l'air chaud et vous rajouterez un petit peu d'air froid. Ok? Bon, petite anecdote. Là aussi, pour vous faire toucher un petit peu les difficultés de la maintenance, c'est que le groupe de conditionnement d'air en question, il est là aussi, l'accès il se fait aussi par une trappe ovale qui est comme ça. Mais le bestiau, il est plus gros que la trappe. Et donc, quand vous êtes jeune mécano, en général, c'est l'ancien mécano qui vous drive et vous dit « Ok, bah, tu vas le faire ». Bon, ok, vous avez des documents qui vous expliquent ce qu'il faut démonter pour mettre la pièce en configuration pour la sortir. Quand vous avez fait tout ça, vous dites, ok, ça sort pas. Ça sort pas, parce que la trappe, le trou est trop petit pour sortir le truc. Et vous avez votre tuteur qui est derrière, votre parrain qui est derrière, qui se bidonne tout ce qu'il peut. Vous dites, mais si tu vas y arriver, vas-y, essaye encore. Et effectivement, il y a une position pour le sortir, c'est-à-dire qu'il faut le manipuler à l'intérieur du logement pour le mettre dans la bonne position et seulement à ce moment-là, il peut sortir. Il y a une seule position. Mais ce n'est pas fini parce que quand vous voulez remonter le neuf, vous n'avez pas mémorisé parce que vous étiez tellement content de le sortir, vous n'avez pas mémorisé dans quelle position il était. Quand vous voulez remettre le neuf, ça ne rentre pas non plus. Et on n'est pas à l'époque du tuto. Il n'y a rien, ça se fait juste par la parole, en disant si, tu sais. Bon, voilà, c'est l'apprentissage aussi du jeune mécano sur Concorde. Voilà. Je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui était les contraintes associées au vol supersonique. Il en reste une. Alors je vais vous faire un petit peu d'aérodynamique. Ça vous va? Un petit peu d'aérodynamique? Ouais. Alors, un avion classique, vous avez des forces qui s'appliquent sur cet avion. Les forces qui s'appliquent sur cet avion, c'est la masse. La masse, elle est appliquée au centre de gravité. D'accord? Et les efforts de portance et de traînée, c'est-à-dire qui sont les conséquences du vol, s'appliquent au centre de poussée. Il faut savoir que le centre de gravité et le centre de poussée ne sont pas au même endroit. Ils sont toujours décalés. Ok. Ça, c'est le postulat. Mais, en aérodynamique, quand votre avion accélère,
le centre de poussée recule. Ça veut dire que les forces qui vous maintiennent l'avion en vol vont avoir un bras de levier par rapport au centre de gravité, donc c'est-à-dire que votre avion va piquer, naturellement. Si vous ne faites rien, vous allez atterrir trop tôt. Donc, sur un avion classique, vous allez mettre un peu de trim, de manière à ramener, alors maintenant c'est les plans fixes horizontaux, hein, on trime le plan fixe horizontal et ça va bien. Bien évidemment, quand on est en vol supersonique, le moindre braquage de gouverne, ça consomme. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc les ingénieurs ont inventé le trim transfert. C'est-à-dire, dans le principe, c'est de dire, si mon centre de poussée recule, eh bien je recule le centre de gravité de la même valeur. Et donc, mon avion va rester équilibré. Ce phénomène, il existe sur les avions subsoniques, mais à moindre mesure. Plus vous augmentez la vitesse, plus ça recule. Donc, par conséquent, sur Concorde, c'était bien plus indispensable de trouver un système qui nous évite le braquage. Mais là aussi, c'est un système qu'il faut ajouter par rapport à un vol subsonique, par rapport à un avion subsonique. Bon, l'A330, l'A340 a copié derrière, hein. Mais à l'époque, c'était très innovant. Donc, on va mettre des réservoirs qui sont situés juste là, au niveau de l'antenne, là, après l'antenne. Vous avez deux gros réservoirs, réservoir 9, réservoir 10, et puis un réservoir qui va être tout au bout de la queue. Et vous allez utiliser ce carburant du 9 et du 10, vous allez l'envoyer dans le 11 pour déplacer le centre de gravité vers l'arrière quand vous accélérez. Et quand vous allez décélérer, vous allez reprendre le carburant, vous allez le ramener vers l'avant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a aussi d'autres réservoirs qui contribuent aussi au centrage, mais c'est ça le trim transfert. Mais c'est encore un système supplémentaire pour nous. C'est encore des tuyauteries, c'est encore des pompes, c'est encore des réservoirs, c'est encore un système embarqué parce que la gestion du centrage de l'avion est faite par des calculateurs de première génération, hein. Mais ça ne fonctionnait pas trop mal. Donc on est encore dans ce contexte. Voilà, je vous avais dit à peu près tous les événements, enfin tous les systèmes qui sont associés simplement au vol supersonique. Maintenant, on va parler d'autres situations qui ont conduit à l'augmentation des coûts de maintenance. C'est les évolutions technologiques. Concorde a été un superbe laboratoire. Et on va commencer par la première chose, c'est les commandes de vol électriques. Concorde a été le premier avion à être équipé de commandes de vol électriques. Totalement électriques. Avec muscles hydrauliques, bien évidemment. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est génial votre truc là. C'est génial puisque vous avez des commandes de vol électriques, c'est génial. Eh bien oui, c'est génial, sauf que on est sur une innovation technologique et il faut d'abord convaincre que c'est fiable. Parce que c'est ça dans notre métier. Vous savez, je ne l'ai pas connu, mais j'aurais presque pu, à mon âge. Le radio. Un radio à bord, un mécanicien navigant, un commandant de bord, un pilote. Quelquefois, ils étaient 5 dans le cockpit. Et au fur et à mesure qu'on enlevait un homme, on disait « Oh là 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 là, les avions vont s'écraser, les avions sont... » Aujourd'hui, on vole à 2, ça se passe bien. Et je pense que bientôt, on va encore en supprimer. Mais l'opinion publique, la confiance qu'on a dans la machine, il faut d'abord la fiabiliser. Eh bien, au-delà des commandes de vol électriques, le constructeur a dit « Ok, on va vous rassurer, on va vous conserver une commande mécanique. » Parce que si la commande électrique ne fonctionne pas, vous aurez toujours une commande mécanique. Allez, et on vous donnera le casque en cuir et des lunettes. Et puis, je plaisante, mais ça pour nous, ça veut dire que c'est double travail. Parce qu'on entretient la chaîne de commande électrique, mais la chaîne de commande mécanique, elle suit. Et il faut qu'elle soit opérationnelle parce que c'est un système de secours.
Donc ça veut dire qu'on la teste, elle fonctionne tout le temps et on entretient le système électrique, enfin la commande électrique. Donc bien évidemment, ça fait aussi des coûts importants. Après, vous avez aussi des évolutions qui sont associées au moteur. Moteur, commande et contrôle totalement électrique. J'ai l'habitude de dire que sur les avions de son époque, on en était encore à la commande mécanique avec le carburateur. Bon. Et puis, bon, c'était plus complexe que ça. Hein. Mais on est passé sur de la commande et contrôle électrique. Ça veut dire que derrière, on va rajouter là aussi une quantité de sondes et d'informations qui vont être prises en compte par un calculateur. Et le pilote, lui, il aura juste un transduceur derrière ses manettes. Il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas de commande mécanique derrière. Hein. C'est juste un transduceur de position qui envoie je veux pleine poussée, envoie la sauce, etc. Donc, là aussi, il faut s'approprier le dépannage de systèmes innovants pour nous. Ça coûte de l'argent. C'est un peu plus complexe que des bielles et des câbles. Quand on envoie un calculateur en réparation, ça coûte plus cher que d'envoyer un câble. Le Fuel Control Unit qui est monté sur le moteur est une pièce mécanique de très très haute précision, c'est de l'horlogerie extrêmement fine. Bon, ça coûte de l'argent tout ça, ça coûte de l'argent. Après, système de freinage. Concorde a été le premier avion équipé avec des disques carbone. Ses petits frères avaient toujours des disques en acier, rotor-stator en acier. Éprouvé, ça freinait ce que ça freinait. Par contre, le passage en frein carbone a apporté une efficacité de freinage. Mais alors, c'est la nuit et le jour. Mais là aussi, innovation, fiabilité. Amélioration dans sa conception. Au tout début, frein carbone, il fallait faire très attention parce que ça a tendance à casser. Sous l'effort, ça cassait. Et on n'est pas encore dans l'exploitation. Hein. Les avions ne sont pas encore livrés aux compagnies. On est encore dans la conception. Ce qui fait que le constructeur, derrière, il a dit « Ok, de toute façon, on y va, frein carbone, c'est l'avenir, on y va, frein carbone. » Il va nous mettre des bielles qui vont détecter le couple de freinage. Et donc, qui vont sécuriser nos freins, protéger nos freins en cas de surcharge. Donc, on a une mesure du couple de freinage. Si le couple de freinage est trop important, le frein est désactivé. Oui, c'est l'ABS. L'ABS est un petit peu différent parce qu'on regarde le coefficient de glissement. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que notre roue se bloque. Donc, on calcule le coefficient de glissement. Là, on est plus sur un effort. C'était pour protéger l'intégrité physique de nos disques de carbone. Et donc là, on est effectivement sur un système. Bon, on va rajouter. Parce qu'avant, sur des freins acier, on mettait des blocs de frein, nos biais de liaison avec le bogie, et puis ça freine. Hein. Et ça freine et ça défreine, et tout va bien. Là, on va rajouter ce système de contrôle qui nous apporte aussi son petit lot de contraintes à la maintenance, puisque chaque fois qu'on a une détection de surcouple, ce qu'on a appelé l'overload, eh bien pour nous, la maintenance, il n'y avait pas d'alternative. C'était le frein par terre. C'était pas, oui, on va regarder si... non, ça veut dire qu'on a un doute sur l'effort qu'il a subi et donc son intégrité physique, qu'on ne pouvait pas déceler à l'œil. Donc ça veut dire que le frein, il est déposé, il part en révision dans les ateliers spécifiques. L'occurrence à peu près de genre de... Alors là, c'est difficile de vous dire, mais au début, ça s'est beaucoup amélioré dans le temps, puisque forcément, le fournisseur de freins a fait en sorte que les freins deviennent fiables.
Alors je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça, parce qu'en fait, la détection de surcouple, elle nous apportait aussi des contraintes d'exploitation. Parce que forcément, s'il y avait une alarme, l'avion ne vole pas. Enfin, l'avion ne roule pas pour aller décoller, en tout cas. Hein. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un vol un peu spécial avec François Mitterrand. En fait, François Mitterrand, à l'époque où il était président de la République, était notre meilleur client. Donc, il utilisait beaucoup Concorde pour voyager. Donc, il a eu un événement un petit peu particulier. C'est qu'un jour, il avait décidé de partir de Paris, d'aller à Cayenne pour faire partir la fusée Ariane et ensuite d'aller à Mururoa pour faire un essai nucléaire. Ok. Bon, on préparait l'avion présidentiel. Donc, on bloquait un avion d'Air France pour le président. On aménageait la cabine avant en version présidentielle, c'est-à-dire qu'on enlevait tous les sièges passagers normaux et on créait un bureau, une salle à manger, un espace de réunion et un espace couchage. Non, ouais, c'est le président de la République. Et par conséquent, on avait aussi un avion de réserve à côté parce qu'on ne pouvait pas dire au président « votre avion est en panne, revenez demain ». On ne peut pas dire ça au président de la République. Donc ce jour-là, le président est arrivé pour monter dans l'avion, équipé en version présidentielle, tout s'est bien passé, les moteurs sont en route et il s'en va. À CDG1, il a fait le tour du camembert là, de l'aérogare et il a repointé son nez de l'autre côté en disant « j'ai un problème, je reviens, j'ai un problème de détection de surcouple sur les freins ». Mais c'était une alarme complète. Donc, interdit de décollage. L'équipage a ramené l'avion. Là maintenant, ça fait son job en disant qu'est-ce qui se passe, etc. C'est une fausse alarme. Les 8 freins en panne en même temps, c'est une fausse alarme. Oui, oui, c'est pas possible. Enfin, on pouvait savoir quel frein était, mais là, c'était une alarme globale. Donc, là maintenant, ça fait son job de troubleshooting, hein, de dépannage. L'avion fonctionnait bien, l'avion est reparti. Et à nouveau, l'avion est revenu au point de parking, avec le même problème. Avec les systèmes, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Et donc, l'Élysée a décidé qu'il allait partir avec avec l'avion d'un côté, sans la version présidentielle. Mais l'histoire, vous irez sur le site de Concorde Référence, vous allez voir, on raconte l'histoire dans le détail. Vous allez voir, on pourrait en écrire une encyclopédie sur ce vol. Et donc, voilà, c'est l'histoire de la détection de surcouple qui fait un peu le bazar. Alors, il faut savoir qu'au final, rien n'était en panne. On avait un ingénieur chez nous qui était un ancien, vraiment un gars extraordinaire. Il avait une capacité d'analyse technique qui était extraordinaire. Moi, je l'ai rencontré, j'ai travaillé avec lui, c'est extraordinaire. Bon, le pauvre homme, il nous regarde certainement de là-haut. Et en fait, il a essayé de compiler toutes les informations en disant il y a un truc, c'est toujours au même moment que l'alarme apparaît. L'avion roule, tout va bien, il roule, il s'en va, et à un moment, bam, l'alarme apparaît. Bon, alors le président est parti avec l'autre avion, mais l'Élysée n'avait pas lâché l'affaire. Il disait pour que le président continue son vol, il faut qu'il récupère son avion présidentiel à Cayenne. Et donc notre fameux Gabi, puisque c'est de lui dont on parle, a dit il y a un truc. En fait, ça correspond au moment où l'aide de camp, ou je ne sais plus, le radio qui était à bord, qui utilisait une radio spécifique codée à l'intérieur de l'avion, envoyait le message en disant que le président avait quitté son point de parking et qu'il était au roulage. Et donc, on avait une interférence électrique qui venait envoyer un message de panne sur le calculateur de freinage. Donc chaque fois qu'il faisait bam, bim. Et donc, Gabi a dit, ok, alors maintenant vous allez arrêter d'envoyer le message pendant que vous êtes au roulage, vous envoyez le message quand on n'aura plus besoin des freins. Et voilà, l'affaire est réglée.
Ah ben très vite, parce que ensuite l'avion présidentiel est reparti à Cayenne pour pouvoir, ah mais Gabi c'était une tronche, vraiment un vrai technicien dans le temps qui réfléchissait. Il n'avait pas besoin d'un ordinateur lui. Hein. Bon, l'histoire, vous verrez que c'était le jour, enfin c'était la semaine où François Mitterrand ne devait pas voyager. Il lui arrivait que un choix. Mais je vous invite à aller sur Concorde Référence et vous allez voir, c'est assez croustillant. Voilà. Donc, innovation technologique, néanmoins, on en reparlera. Moi, mais pendant que je parle des freins, je ne peux pas m'empêcher de parler des freins, des pneus Michelin. Je ne peux pas m'empêcher de parler des pneus Michelin parce que on doit beaucoup à Michelin pour cet avion. Parce que si on n'avait pas eu les pneus, l'ingéniosité de Michelin et l'investissement de Michelin pour faire en sorte que Concorde revole, eh bien Concorde aurait eu du mal à revoler. Et donc Michelin a développé un pneu. Les pneus, ça a été toujours très évolutif. Hein, entre les pneus croisés, les pneus radiaux, et puis maintenant on en arrive au NZG. Near Zero Grow, ça veut dire qu'ils n'ont pas de contraintes. Et c'est ce qui fait toute la différence d'un pneu Michelin. Et je vous explique le phénomène très simplement. Vous allez faire l'expérience quand vous allez rentrer chez vous. Ce soir, vous prenez un élastique. Un élastique de bocal, le parfait, vous savez, le truc là. Vous prenez un couteau qui est bien aiguisé. Bien aiguisé le couteau. Hein, et vous le coupez au repos. Et vous allez me dire pendant combien de temps vous allez couper pour que le couper entièrement. Et puis après, vous refaites l'expérience. Et vous tendez l'élastique, et vous le coupez. Et là, il va couper en une seule fois. C'est le principe du pneu NZG. C'est qu'en fait, il n'est pas en tension. Ça veut dire quand il subit une agression, il va absorber l'agression. Mais il ne va pas se déchirer. Fabuleux. C'est fabuleux. Et en fait, il a cet effet de chenille. Quand il a quelque chose, une aspérité, il va épouser l'aspérité et il va continuer son chemin. Voilà, tout simplement. Vous voulez qu'on fasse un petit tour sous l'avion? Vous avez des... Mais vous ne posez pas beaucoup de questions. Je ne vous laisse pas le soin de poser des questions ou vous n'en avez pas? Le plus dur, c'est quand même de payer à part, évidemment. En fait... Problème de démarreur, au moment de... Oui, mais ça, je veux dire que en termes de maintenance, en termes d'exploitation d'avion, ça reste un avion classique. Vous savez, sur le dernier vol en mai 2003, dernier vol, il y avait toute une organisation faite autour. Bon, truc qui nous arrive, mais qui arrive sur des autres avions. Un démarrage moteur, un moteur qui ne démarre pas. C'est con, le dernier jour. Et la veille, il avait fonctionné le moteur. Hein. Quand il est rentré, tout allait bien. Bon. Et là, le dernier jour, voilà, il refuse l'obstacle. Bon, c'était juste un allumeur qui était en défaut. Un allumeur, une bougie, quoi, hein, c'est tout. Oh, c'est con, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et par conséquent, on n'a pas... Je veux dire, des événements, mais bien sûr, des événements techniques, on pourra en parler, mais moi, je n'ai pas trop envie de parler de ça. Je n'ai pas trop envie de parler de ça parce que je crois que il faut toujours être humble dans le métier qu'on fait. Il ne faut pas dire ils sont plus mauvais, on est les meilleurs. Jamais. Même quand on parle de technologie, de technique ou de capacité industrielle, etc. Ça peut arriver à tout le monde. Donc Concorde a vécu ce qu'il a vécu, il a apporté énormément à l'industrie aéronautique européenne. Hein, les Américains, même Trump, il en parle encore en disant il faut qu'on fasse un Concorde. Oui, bah, ok, fais-le. En attendant, nous on l'a fait. Mais je veux dire que il faut pas. Ce qui s'est produit, c'est produit. Il a eu ses petits problèmes techniques, comme tous les avions. Si vous regardez aujourd'hui les avions de nouvelle génération, ils ont toujours besoin d'un moment de maturité avant d'être fiables, de plus en plus fiables.
Bon, Concorde a eu ça. Bon, maintenant, je vais vous parler du dernier point, parce que je ne voulais pas parler, qui est quand même un point important dans les coûts de la maintenance, c'est l'approvisionnement en pièces. 14 avions en exploitation, plus 4 pré-séries. Ok, les fournisseurs de pièces, ils ont fabriqué des pièces, des équipements, des sous-ensembles. Et puis à un moment, ils ont dit, l'avenir de Concorde, c'est quoi? À partir des années 95, on se posait la question, il faut arrêter les avions. Il faut arrêter les avions, il faut arrêter les avions. Donc les fabricants, ils ont dit, bah nous, on va arrêter. Hein. Airbus, ils nous sollicitent pour produire des Airbus, on va produire des Airbus, on ne va pas attendre que Concorde nous... Et donc, on a vécu sur nos stocks de pièces. Et puis après, on a sollicité les fournisseurs en disant, bah, nous, on n'a plus rien dans nos magasins, il faut nous donner des pièces, puisque vous avez engagement de nous donner des pièces. Ah oui, ok, mais c'est de la fabrication unitaire. Et là, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vous cite une petite anecdote vite fait. Sur une grande visite, donc quand on démonte entièrement l'avion à 12 ans, hein, on démonte entièrement l'avion, pratiquement tout ce qui est démontable, pour vérifier dans le détail l'intégrité de l'avion. On a trouvé 30 rivets en titane à remplacer. 30 rivets en titane. Sauf qu'on a une référence de rivet à mettre. On ne met pas le rivet qu'on va chercher chez Castorama. Et là, on a fait le tour du monde entier pour avoir des rivets en titane. Et zéro. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bah, nous, Airbus, vous nous proposez autre chose? Non, on n'a rien à vous proposer d'alternative, mettre autre chose. Non, bon, ok, bon, alors on va trouver un fabricant. On a trouvé un fabricant dans la région de Toulouse qui a dit, ah ouais, donnez-moi les caractéristiques du rivet, ouais, ok, bah, je peux vous en fabriquer. Mais le minimum, c'est 30 000. Parce que moi, ma ligne de production, c'est 30 000. Je ne lance pas une machine pour faire 30 rivets, vous comprenez. 30 000. Voilà, nous, on en veut 30. Ouais, ok, bon, on en aura suffisamment. De toute façon, on n'a pas le choix. Puis après, il continue en disant, non, mais attendez, c'est pas fini, le prix, c'est... Ouais, ok, ça, c'est le prix de la fabrication. Maintenant, vous allez me payer aussi une indemnité d'arrêt de ma chaîne de production. Parce que, en ce moment, je suis en train de fabriquer des rivets avec mes machines pour les chaînes de montage d'Airbus. Je vais devoir arrêter cette chaîne pour fabriquer vos rivets. Donc, c'est ce que je ne vais pas vendre à Airbus. Donc, je vais être obligé de faire des heures supplémentaires pour fournir à Airbus. Donc, vous allez me payer tout ça. Donc, on a reçu les 30 000 rivets. On en a utilisé 30. On les a mis dans notre magasin et jamais plus on en a eu besoin derrière. À l'époque, British Airways ne nous a pas sollicité parce que c'est vrai qu'on échangeait aussi les stocks avec British Airways. On faisait un petit peu de business quelquefois. Voilà. Bon, après, c'est la visite de l'avion. Si vous voulez que je vous montre quelques bricoles ou si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Il n'y avait aucune certitude. En fait, les moteurs nous consommaient, ils n'étaient pas très consommateurs en dépannage, pas trop. Par contre, en inspection, oui. Parce qu'on avait un programme d'inspection endoscopique qui était quand même relativement serré. Donc, on ouvrait régulièrement les moteurs. Non, là où on passait beaucoup d'heures, c'était sur le carburant, sur le conditionnement d'air, sur les entrées d'air. Parce que sur les systèmes où vraiment, mais après, changer des roues, changer des freins, pas plus un peu plus peut-être. On consommait peut-être un peu plus de pneus parce que la vitesse d'approche et enfin, d'atterrissage est bien plus importante que sur les autres. Donc forcément, le pilote, c'est la question qu'on m'a posée hier, mais changer les pneus tous les combien? Ben, ça dépend du pilote. S'il nous fait un kiss, on est content. S'il nous fait un hard landing, il nous jette l'avion sur la piste, on est moins content. Mais effectivement, non, après, on est la proportion, je dirais que bon, la cabine ne coûtait pas très cher.
parce que c'est une cabine simple où à l'époque il n'y avait pas de vidéo, de système embarqué pour distraire les passagers. Ils avaient juste un petit peu de musique. On mettait des écouteurs qui avaient un petit peu de musique. Mais comme le repas, si vous avez vu le reportage, le repas prenait la durée du vol. Pratiquement, il fallait remballer vite fait parce qu'on était à l'atterrissage déjà. Donc la cabine ne coûtait pas très cher, mais bon, c'était assez équitablement réparti. Mais les entrées d'air nous coûtaient un peu, parce qu'il fallait surveiller ça de près. Les Ouais. intervalles de maintenance. Les intervalles de maintenance, oui, vous faites bien de me poser la question, parce qu'en fait, bon, une Cheka, hein, Cheka, c'est la visite intermédiaire, vous avez la visite journalière, la visite hebdomadaire, puis après vous avez une Cheka, c'était 250 heures de vol. Alors que sur un Airbus A300, on était à 400-450 déjà. Donc l'avion, on l'arrêtait un peu plus souvent. Mais par rapport à ce que vous dites, il y avait un paramètre dans les critères du programme d'entretien, c'était le cycle supersonique. C'est-à-dire on comptabilisait le nombre de cycles supersoniques. Combien de fois l'avion avait passé le mur du son. Parce que ça contribuait à faire vieillir l'avion plus rapidement. Donc c'était un paramètre. Comme les autres, les heures de vol, les cycles moteurs, les cycles d'atterrissage, c'est la même chose que les autres. Mais on avait un paramètre de plus qui était le cycle supersonique. Donc juste pour finir, parce que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas posé la question, c'est sur les techniciens. Vous ne m'avez pas dit, mais les techniciens, c'était des Top Gun de la maintenance? Pas du tout. Pas du tout. Et vous allez comprendre, parce que je vous l'ai expliqué, Air France ne peut pas se permettre de dire j'ai des Top Gun sur Concorde et puis j'ai le fond du panier sur les autres avions. Vis-à-vis du passager, c'est pas correct. Non. Simplement, c'est que, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé l'entretien par ça, c'est une question d'amour et de passion. Si on est amoureux et passionné de Concorde, quand on arrive dans le département qui fait aussi bien du Concorde que de l'Airbus, vous allez aller plutôt vers le Concorde et vous allez devenir un adepte de Concorde. Donc, par conséquent, vous allez faire tous les efforts pour servir l'avion et pour être le meilleur sur l'avion. Mais c'est l'attachement que vous avez avec l'avion. C'est l'attachement que vous avez à l'avion qui fait que vous allez devenir un technicien hautement qualifié parce que vous êtes en permanence dans la recherche de la performance. Et la durée de qualif, elle est différente pour Oui, un petit peu, parce que les systèmes, il faut les manger quand même. L'entrée d'air, et donc c'était un peu plus long, mais j'ai conservé mes livrets de qualif. Non, pas forcément, sauf que on les a tous coloriés, parce qu'on les avait en noir et blanc, et on les a coloriés, les schémas. Les circuits sont tous coloriés. Donc on passait le soir pour réviser, en fait on coloriait les schémas, parce qu'on nous donnait des livrets en noir et blanc. C'est marrant. C'est marrant de les revoir maintenant. Oui. Une question, hier tu nous as dit qu'il fallait environ 80 heures hommes pour changer la cabine avant en version officielle. Il n'y a pas de grande porte, c'est que des petites portes de passagers. Ouais. Pour sortir des sièges, mais surtout pour rentrer l'immeuble. Ouais. Mais en version officielle. Bah, en fait, c'était un kit Ikea. Ouais, tout était en kit. Tout était en kit. Ouais, bon. Mais on a fait plein de choses. Bon, on a encore un peu le temps parce qu'il n'y a personne. On va encore rester encore. On a fait plein de choses avec cet avion. Vous en avez entendu parler, mais quand on parlait d'aménagement cabine, on a fait des vols golfeurs. Donc des golfeurs fortunés qui nous ont dit OK, écoutez, nous on aimerait faire tous les sites de golf prestigieux du monde entier. Donc on va partir. OK. Alors on a dit OK, nous ça ne nous pose pas. Ah oui, mais attendez. Nos clubs de golf, c'est pas n'importe quoi. Vous n'allez pas les mettre n'importe où. Pardon. Ah OK. Donc on a créé des racks spécifiques pour ranger les clubs de golf de nos passagers prestigieux et on les a mis dans la cabine, au fond. Ça veut dire que c'est des sièges qu'on ne vend pas. Mais comme on ne les vend pas, ça nous coûte quand même de l'argent, donc on augmente le billet du passager. Mais c'est pas grave, il paye. C'est un tour du monde golfeur. Ouais, c'est ça. Ouais, tour du monde golfeur. Voilà à quoi ressemblait la cabine. C'est une des photos de l'avion aménagée.
voyez qu'il y a un lit, hein, j'ai juste une photo, mais c'était extrêmement confortable. Ouais, j'ai pas prêté malheureusement. Bien, ben, je pense Ouais. qu'on en a terminé. Bah, si vous voulez. Bah, très rapidement alors. Hein. Bah, il n'y a personne qui attend là pour la séance. D'accord. Bah, attends, on peut Il n'y a, remercier... personne qui attend. Hein, pour... Si. Ah. On peut remercier Hubert Protin de cette brillante exposé. Merci, Encore merci. une fois, hein, la maintenance concorde est un sujet qu'on n'évoque pas assez à mon goût. Et pour une fois, là, on a eu Mais c'est une tout. information qu'on voulait. Au petit. Gabi. Alors, Mais c'est toujours facile de parler de ta passion. merci.